Bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine minier. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes phases de l'exploration. Alors, concernant l'exploration, sachez que lorsque vous avez par exemple un certain nombre de mines, si vous entendez parler de mines de Sakane, mines d'Iti, mines de Sadula, etc., dites-vous que avant d'avoir cette mine-là, il y a eu une phase d'exploration. Alors, quelles sont les étapes de la phase d'exploration? En ce qui concerne la phase d'exploration, notez que la première étape, c'est l'exploration, disons, la prospection au marteau. Donc, lorsque vous avez le permis, vous allez parcourir votre permis et faire ce qu'on appelle de la cartographie. Et donc, pendant cette phase de cartographie, vous allez faire des échantillonnages au marteau. Donc, vous voyez des affleurements, vous allez casser pour éventuellement voir si la substance utile que vous recherchez là se retrouve dans ces différentes roches. Donc, la première phase, c'est la phase de prospection au bateau. Ensuite, à cette phase, on va faire suivre la phase d'échantillonnage sous forme de géochimie. Donc, on peut faire la géochimie sol. Alors, pour faire la géochimie sol, il va falloir tenir compte de l'environnement global. Donc, si votre permis est majoritairement dans une zone où on trouve peut-être une forte colonne de matériel transporté, il n'est pas alors efficace de faire de la géochimie sol. Donc, vous allez analyser l'environnement global et décider ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire la géochimie sol classique, ou il faut faire des puits, ou il faut faire des tranchées, ou il faut passer directement à hauteur? Parce que l'avantage de la hauteur, c'est que la hauteur peut permettre d'aller jusqu'à 20 mètres, donc traverser la zone transportée pour récupérer uniquement la zone en place, donc notamment la saprolite. Donc, première chose, c'est la prospection au marteau. Donc, c'est de la cartographie que vous allez faire. La deuxième phase, c'est de cibler des zones sur lesquelles vous allez faire un programme de géochimie sol pour voir un peu les anomalies sol. Et avant de faire cette phase, vous allez analyser pour voir est-ce que la géochimie sol est efficace et conseillée sur cette zone. Si ce n'est pas le cas, si vous avez un recouvrement trop important, il est mieux de passer soit en puits si c'est possible, ou faire des tranchées si c'est possible, ou passer directement en fourrage auger. Le fourrage auger, c'est un peu comme la géochimie sol, seulement si c'est une zone où il y a beaucoup de cuirasse par exemple, ça va permettre de facilement récupérer soit l'argile tacheté, soit la saprolite. Globalement, c'est le matériel in situ qu'on cherche, pas le matériel transporté. Donc, à cette phase de géochimie sol, on va avoir la troisième phase, qui est la phase de fourrage. Lorsque vous avez fait la géochimie sol et que vous avez eu des anomalies de géochimie, vous allez alors tester ces anomalies-là en fourrage. Et avant cette phase, vous allez faire un programme de géophysique pour véritablement identifier le potentiel de la zone avant de positionner vos fourrages de peut-être air-corps. Donc la phase qui va suivre, c'est la troisième phase, la phase de fourrage. Et globalement, on va commencer par du fourrage air-corps. Le fourrage air-corps nous donne l'assurance de récupérer d'aller jusqu'à la saprolite. Et on va envoyer les échantillons au laboratoire. Si les résultats sont bons, dans ce cas, on va alors passer en fourrage RC. Mais on peut passer de la hauteur directement à RC. Mais pour des questions de budget, il est mieux d'optimiser le budget, donc il est mieux de suivre les étapes en allant étape par étape. Donc lorsqu'on fait le programme de RC, généralement les mailles sont plus grandes. Donc on va faire des mailles de 100 dès le départ. Si les valeurs sont bonnes, on va faire du resserrage, les infill.
Alors en ce moment, on va passer à une autre phase qui est la phase de calcul de ressources. Au niveau de la phase de calcul de ressources, on va se concentrer sur le resserrage. Donc, si on était à une maille de 100, donc cette phase, on va appeler la phase régionale. À la phase de développement de ressources, on va se concentrer sur la zone où on a déterminé des valeurs intéressantes et resserrer les mailles. Dans ce cas, on va passer d'abord d'une maille de 100 à 50, ensuite une maille de 50 à 25, de 25 à 12,50, etc. Donc, on va faire du calcul de ressources ou de forage de ressources. Lorsqu'on passe en phase de ressources, on va intensifier les forages, on va faire des calculs, on va faire d'autres études. Alors, cette phase-là, on l'appelle la phase de calcul de ressources. Et à cette phase, on va déterminer les ressources indiquées, les ressources inférées, les ressources mesurées, etc., etc. Donc, il faut savoir la différence entre une réserve et une ressource. D'accord? Donc, à partir de la phase de l'estimation de réserve et de ressources, on va faire ces calculs-là. En ce moment, le projet va passer dans une autre phase qu'on appelle la phase de développement. Donc, cette phase de développement va être suivie de la phase de construction de la mine. En ce moment, on a fait l'étude d'impact environnemental, on a fait l'étude d'impact environnemental, on a fait ce qu'on appelle les PFS et les DFS, donc les études de préfaisabilité et les études de faisabilité. Et à la suite de ça, à la suite des études de préfaisabilité, donc la phase d'étude de préfaisabilité et la phase d'étude de faisabilité, si cette phase est concluante, on va passer maintenant à la phase de construction de la mine. Et lorsqu'on finit la construction de la mine, on va passer à la phase d'exploitation. Et lorsqu'on finit la phase d'exploitation, on va passer à la phase de réhabilitation. Donc voilà les différentes phases d'un projet minier. Concernant l'exploration, on a la première phase, je récapitule, c'est la phase de prospection au marteau, qui va être suivie de la phase de géochimie sol, ensuite la phase de fourrage et la phase de développement de ressources. C'est là qu'on va intensifier les fourrages, on va faire du resserrage, on va calculer les ressources indiquées, inférées et mesurées. Je rappelle que ce sont les ressources mesurées qui nous intéressent. Donc c'est le calcul définitif. Une fois qu'on a les ressources mesurées, on va savoir qu'on pourra exploiter ce projet pendant tel nombre d'années. Donc avec tel million d'onces, par exemple. Donc si vous entendez 5 millions d'onces, tel million d'onces, ça c'est la ressource indiquée, mesurée. C'est la ressource mesurée qui est la plus importante. Mais si vous avez des millions d'onces en ressources indiquées ou inférées, ce n'est pas des valeurs plus intéressantes. Des valeurs plus claires, plus intéressantes qui intéressent en termes d'exploitation, c'est les ressources mesurées. Après cette phase-là, on va faire l'étude de préfaisabilité et l'étude de faisabilité. Si les deux phases d'étude donnent des résultats concluants, on va passer à la phase de la construction qui va être suivie de la phase de l'exploitation. Et à la fin de la phase d'exploitation, on va passer à la phase de réhabilitation. Si cette vidéo vous a plu, partagez au maximum, faites-moi un gros like, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt, ciao.